Donc, la question serait, comment puis-je avoir plus de plaisir? Alors que chez nous, la question est devenue, qu'est-ce que mon plaisir dit de la vérité de qui je suis? C'est ça la différence. C'est exactement ça. Notre culture occidentale, elle, n'a pas développé un art érotique, mais une scientia sexualis. Une science de la sexualité. Oui, et le moteur de cette science, c'est l'aveu, la confession dont on parlait. Notre but, ce n'est pas de maîtriser le plaisir, c'est d'extraire du sexe une vérité. On analyse, on interprète, on pathologise, en partant du principe que notre sexualité détient le secret de notre identité profonde. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée reçue, un de ces trucs qu'on a tous en tête, l'ère victorienne. Ah oui, le 19e siècle. Exactement. Cette période de très lourde répression sexuelle. On imagine tout de suite les gens corsetés, au sens propre comme au figuré, le sexe un tabou absolu, confiné dans la chambre. Et nous, aujourd'hui, on se voit un peu comme ceux qui ont tout libéré. On a fait sauter les verrous, on a libéré la parole. Sauf que Sauf que, les sources qu'on explore aujourd'hui, qui s'appuient énormément sur le philosophe Michel Foucault, elles viennent un peu dynamiter cette belle histoire. Elles posent une question assez vertigineuse. qui est Et si cette grande répression n'était en fait qu'un mythe, ou en tout cas qu'une toute petite partie de l'histoire? C'est ça le point de départ. L'idée un peu folle de Foucault, et qui change tout, c'est que le pouvoir, depuis le XVIIe siècle, n'a pas du tout cherché à faire taire le sexe. Au contraire? Carrément le contraire. Il serait devenu obsédé par le sujet. Et il aurait tout fait pour nous forcer à en parler, à l'analyser. À le confesser. C'est ça. Donc notre mission, c'est de comprendre ce retournement complet. Comment on passe d'un pouvoir qui dit silence à un pouvoir qui murmure « parle, raconte-moi tout ». C'est une enquête sur la façon dont notre société a mis le sexe au centre de tout en prétendant le cacher. Bon, alors, commençons par le début. Cette fameuse répression victorienne. On a l'image de la famille bourgeoise. La sexualité, c'est uniquement dans le mariage, pour faire des enfants, point. Oui, Mais tout le reste, le plaisir, les désirs un peu hors normes, c'est caché, c'est condamné au silence. Ce cliché, il vient bien de quelque part, non? ah oui, absolument. Et Foucault ne le nie pas du tout. Il y a bien eu un durcissement de la morale, de nouvelles règles de décence, une pudibonderie très bourgeoise. D'accord. Mais là où son analyse est géniale, c'est qu'il montre que ça, ce n'est que la surface. C'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que pendant que cette façade de silence se construisait, en coulisses, une machine infernale s'est mise en marche, Une machine à quoi faire? à produire du discours sur le sexe. Attendez, là, ça me semble contradictoire. Comment on peut avoir une société prude qui rougit au mot cheville et en même temps une explosion de discours sur le sexe? C'est tout le paradoxe. Les deux peuvent pas être vrais en même temps. D'ainsi, c'est juste que les discours ne se tenaient pas sur la place publique. Ils proliféraient dans d'autres lieux. Le cabinet du médecin, le confessionnal, le bureau du proviseur. Ah, d'accord. Le sexe n'est plus une affaire privée. Il devient une affaire d'État, un enjeu de gestion des populations. Dès le XVIIIe siècle, avec ce qu'on a appelé la démographie, les gouvernements ont commencé à s'inquiéter de la sexualité de leurs citoyens. Le sexe devient une affaire d'État. Genre, une ressource à gérer comme le charbon ou le blé, hein. C'est exactement ça, la perspective est assez froide, oui. La sexualité de la population, c'est la santé de la nation. D'accord. On se met à calculer les taux de natalité, l'âge du mariage, les naissances illégitimes, les pratiques contraceptives. Tout ça devient un enjeu économique et politique majeur. Pour avoir des soldats et des ouvriers, en gros. Pour avoir des soldats pour l'armée et des bras pour les usines, la sexualité devient un objet de management. D'administration. Waouh! Et l'exemple le plus frappant que Foucault analyse, c'est celui de l'enfance. L'idée reçue, c'est l'enfant victorien comme un petit ange, un être pur, asexué. Et là encore, la réalité est à l'opposé. Les sources montrent une obsession maladive des éducateurs, des médecins, des parents pour la sexualité infantile. Ah oui. Le grand démon, c'est la masturbation, l'onanisme, comme on disait. On l'accuse de tout provoquer. La tuberculose, la folie. N'importe quoi. Loin d'ignorer la sexualité des enfants, on la traque absolument partout. Donc on n'est plus dans le tabou silencieux. C'est une surveillance active. Précisément. L'architecture même des écoles est repensée pour ça. On construit des dortoirs collectifs où le surveillant peut tout voir. On installe des cloisons qui ne montent pas jusqu'au plafond pour tout entendre. C'est angoissant. On organise chaque minute de la journée pour qu'il n'y ait aucun moment de solitude. La pédagogie devient une surveillance ininterrompue.
La sexualité de l'enfant n'est pas niée, elle est vue comme le danger numéro un, le secret qu'il faut faire avouer à tout prix. C'est fou cette idée, mais ça ne sort pas de nulle part, j'imagine. D'où vient cette obsession de vouloir tout savoir, de tout faire dire? Foucault, il fait remonter cette mécanique à une technologie très ancienne et très puissante, la confession chrétienne. Ah, on remonte loin. C'est un point central de son analyse, oui. Il montre qu'après le Concile de Trente au XVIe siècle, la pratique de la confession change complètement de nature. On n'est plus dans le simple « j'ai volé une pomme, pardonnez-moi », c'est ça. Exactement. Avant, on avouait des actes, des péchés clairs. Après, la pastorale catholique va exiger beaucoup, beaucoup plus. C'est-à-dire? Il ne suffit plus de dire ce qu'on a fait, il faut dire ce qu'on a pensé, désiré, imaginé. On demande au pénitent de scruter les moindres recoins de sa conscience, de décrire les pensées les plus fugaces, le début du commencement d'un plaisir. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de tout transformer en discours, de ne rien laisser dans l'ombre. La confession devient une technique pour produire une vérité sur soi-même. Et cette vérité, elle serait cachée au plus profond de nous. Oui, l'idée s'installe que la vérité la plus essentielle sur qui nous sommes est cachée et que la seule façon de la faire sortir, c'est l'aveu. Il faut tout verbaliser. C'est en avouant qu'on se constitue comme sujet. Je vois. Mais la confession, c'est religieux. Comment ça devient un modèle pour toute la société? Pour la médecine, par exemple? Par un processus de laïcisation. Ce modèle de l'aveu qui produit de la vérité va sortir des églises pour envahir tout le champ social. Ah, d'accord. La relation médecin-patient se calque dessus. Le malade doit tout dire, même ce qui est honteux. La relation entre l'élève et son prof, le suspect et le juge, le fou et le psychiatre. C'est toujours le même schéma. Toujours. L'injonction à l'aveu. Et au cœur de tous ces aveux, il y en a un qui devient plus important que tous les autres. L'aveu sur sa sexualité. Il devient la clé ultime, le secret qui explique tout le reste. La vérité de qui tu es se trouve dans ton sexe. Voilà. D'accord. Donc le pouvoir n'est pas là pour imposer le silence, mais pour faire parler. Il n'est pas juste répressif, il est productif. Il produit du discours. C'est ça. Mais est-ce qu'il ne produit que ça? Les sources de Foucault suggèrent qu'il va plus loin, qu'il crée de nouvelles catégories d'individus. C'est l'étape suivante, et elle est cruciale. Si le pouvoir s'intéresse tant à la sexualité, ce n'est pas seulement pour la contrôler, c'est aussi pour la classifier, la catégoriser. C'est-à-dire, Avant le 19e siècle, la loi s'intéresse surtout aux actes. Pour prendre un exemple célèbre, la sodomie était un crime, un acte que n'importe qui pouvait commettre. c'était un délit, pas une nature. Exactement. Et au 19e siècle, ça change radicalement. La médecine et la psychiatrie, qui naissent à ce moment-là, ne s'intéressent plus seulement à l'acte. Elle s'intéresse à qui? Elles inventent une nouvelle créature, une nouvelle espèce humaine, l'homosexuel. Ah oui, la nuance est énorme. Ce n'est plus ce qu'on fait, mais ce qu'on est. Voilà. L'homosexuel n'est plus juste quelqu'un qui commet certains actes. Il devient une personnalité avec une biographie, une psychologie, une sensibilité, même une morphologie propre. Il devient un cas médical. Un cas à étudier, un personnage à part entière, c'est comme la différence entre recevoir une amende pour excès de vitesse, un acte, et être étiqueté conducteur dangereux, une identité qui vous suit partout. Et j'imagine que l'homosexuel n'est pas la seule espèce inventée à cette époque. Ah, loin de là. Le 19e siècle est d'une créativité folle sur ce plan. C'est comme s'il avait ouvert un laboratoire pour créer des monstres. Ah bon? Le discours médical va produire toute une population de pervers. Le fétichiste, le sadique, le masochiste, le zoophile. C'est un vrai catalogue. On leur donne un nom, on décrit leurs symptômes, on les classe. C'est un paradoxe incroyable. En nommant toutes ces choses pour les contrôler, on leur donne une réalité, une existence qu'elles n'avaient pas avant. C'est le cœur de l'argument. Le pouvoir, en voulant quadriller toutes les formes de plaisir, leur donne une existence sociale. On crée l'identité même qu'on cherche à cerner. Oui. Et ça crée ce que Foucault appelle une spirale du pouvoir et du plaisir. Le pouvoir vous observe, vous nomme pervers, mais cette attention même peut devenir une source de plaisir pour la personne désignée. Le plaisir de la transgression. Le plaisir d'être un cas, d'avoir une identité, même négative. Le plaisir de jouer avec cette étiquette. Le pouvoir, en traquant le plaisir, produit sans le vouloir de nouvelles formes de plaisir. C'est un jeu sans fin. Bon, si on récapitule, on est parti de la répression et on arrive à un système qui produit du discours, des identités et même du plaisir. Alors ça veut dire quoi pour notre rapport au sexe?
Foucault oppose notre approche, qu'il appelle scientifique, à une autre tradition, l'ars erotica. Oui, il dit que certaines civilisations, il pense à Rome, la Chine, le Japon, ont développé un art érotique. Un ars erotica. Dans cette approche, la vérité sur le sexe est à chercher dans l'expérience du plaisir lui-même. C'est un savoir qui se transmet de maître à disciple, une technique pour intensifier le plaisir. Le plaisir est la source et le but. Donc, la question serait, comment puis-je avoir plus de plaisir? Alors que chez nous, la question est devenue, qu'est-ce que mon plaisir dit de la vérité de qui je suis? C'est ça la différence. C'est exactement ça. Notre culture occidentale, elle, n'a pas développé un art érotique, mais une scientia sexualis. Une science de la sexualité. Oui, et le moteur de cette science, c'est l'aveu, la confession dont on parlait. Notre but, ce n'est pas de maîtriser le plaisir, c'est d'extraire du sexe une vérité. On analyse, on interprète, on pathologise, en partant du principe que notre sexualité détient le secret de notre identité profonde. Ce qui voudrait dire que la sexualité avec un grand S, ce concept dont on parle tout le temps, ne serait pas une pulsion naturelle qu'on aurait enfin libérée. Selon Foucault, non. Ce serait plutôt une invention. Le produit de cette immense machinerie historique, de ce dispositif de pouvoir et de savoir qui, depuis 3 siècles, nous incite à parler notre sexe, à l'analyser pour y trouver la vérité sur nous-mêmes. On a appris à se voir comme des sujets de désir, en fait. Des sujets dont l'identité doit être déchiffrée à travers la sexualité. Oui. En conclusion, cette histoire de la grande répression sexuelle, c'est une grille de lecture trop simple. C'est presque une diversion. Ce que les sources suggèrent, c'est que les 3 derniers siècles n'ont pas été marqués par une volonté de faire taire le sexe, mais au contraire par une insatiable volonté de savoir. Une volonté de savoir qui a mis en place ce dispositif complexe qui nous entoure encore aujourd'hui, un dispositif qui produit des discours à l'infini, qui définit le normal et l'anormal, qui crée des identités. Et qui nous a convaincus que notre vérité la plus intime, le cœur de notre être, se trouve dans notre sexualité. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène à une pensée finale, une question pour aller plus loin. Si Foucault a raison, si tout ce dispositif de sexualité est une construction historique, alors on peut se demander, on peut se demander pourquoi on tient tant, aujourd'hui encore, à ce que notre sexualité nous dise la vérité sur nous-mêmes. Pourquoi cette injonction permanente à se définir par ses désirs? Qu'est-ce que ça signifierait d'essayer de penser le plaisir, nos corps, nos relations, en dehors de ce cadre? À quoi pourrait ressembler une relation à soi et aux autres qui ne passerait pas obligatoirement par la quête obsessionnelle de la vérité du sexe? c'est peut-être ça la vraie libération.